il y a beaucoup plus de galères qu'on ne pense. Je crois que la situation de joueur de tennis est assez précaire jusque dans les 100 premiers. Un joueur qui est 100e mondial commence à gagner pas mal d'argent. Je pense qu'il peut gagner brut à l'année, moins les frais, aux alentours de 300 000 $, ce qui est quand même une belle somme. Alors après, il faut déduire les impôts, il faut déduire tous les frais dont je vous ai parlé, des billets d'avion, etc. Et à côté de ça, ça dépend de sa structure personnelle. S'il a un entraîneur, il faut payer l'entraîneur, il faut payer ses frais. Donc au final, ça dépend beaucoup de son encadrement. Mais effectivement, je pense qu'une fois qu'on est dans les 100 premiers, dans les 150 premiers, on commence à en vivre. Sinon, dans les 100 premiers, à partir du moment où dans les tableaux des grands chelems, c'est là où il y a le plus d'argent, donc forcément ça va avec. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui se fixent aussi ce cap-là des 100 premiers, c'est pour pouvoir intégrer directement le tableau final du tournoi du grand chelem. Le sponsoring, à part les tout meilleurs joueurs, effectivement ça représente une grande part. Un joueur classé au-delà de la 50e place mondiale, ça représente rien, ça représente moins de 5% de ses revenus annuels. Tout ce qu'il gagne, c'est les gains de tournoi, les tournois en France, les matchs par équipe qui peuvent jouer régulièrement, mais le sponsoring pour un joueur qui n'est pas dans les 50 premiers, donc quasiment nul. Vous avez le record de longévité d'un match de tennis avec le Mary Kingsner. Est-ce qu'après ce match, il y a eu des retombées pour vous justement sur le domaine économique? Est-ce qu'on est venu vous chercher, vous solliciter et que vous avez pu entre guillemets capitaliser sur ce match-là? Absolument pas. Je crois que c'était vraiment l'apport. Ce qui était vraiment important, c'est le pic de notoriété que j'ai eu à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça a été beaucoup suivi. Il y a eu un grand buzz autour de ce match-là. Donc les gens pendant 2-3 jours ont suivi un petit peu ce match-là. Maintenant, en termes de partenariat, de contrat, voilà, ce qu'on m'a parlé, j'ai rien signé de plus que ce que j'avais. Quelqu'un qui ne suit pas attentivement le tennis, quand on lui parle de tennis, il pense tout de suite à Roland Garros ou à la Coupe Davis, effectivement, au grand nom. Alors oui, quand on atteint ce niveau-là, qu'on est régulièrement au deuxième semaine de Grand Chelem, il y a beaucoup d'argent. C'est vrai que les tout meilleurs gagnent énormément d'argent, mais il y a un fossé entre un joueur, même il y a un fossé énorme entre un joueur 10e mondial et un joueur qui est 60e mondial. Encore plus, même abyssal entre le joueur qui est 60e mondial et le joueur 200e, et ainsi de suite. Je crois qu'un joueur qui est 300e mondial a du mal, à la fin de l'année, il ne gagne pas d'argent, ça c'est évident. Et que les joueurs qui restent toute l'année sur le circuit futur perdent de l'argent, donc ils ne peuvent pas faire ça toute leur carrière. C'est important de le souligner. Aujourd'hui, on est quand même joueur français soutenu par la fédération, que ce soit dans les structures, donc souvent on n'a pas l'entraîneur à payer. Pour les jeunes qui ont moins de 21 ans, je crois que les frais sont aussi pris en charge. Donc il y a quand même une grosse machine derrière nous pour nous aider. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils n'arrivaient pas à percer et que ça devenait difficile.